Bonjour Philippe Etienne. Bonjour. Vous êtes le président de la mission de libération vous avez été chargé par le président Macron d'organiser et de promouvoir les cérémonies en 2024 et 2025, ces cérémonies qui marquent les 80 ans de la libération. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, si vous le permettez, puisque l'actualité nous bouscule un petit peu, votre expérience de diplomate et d'ancien ambassadeur est précieuse pour nous. On a appris ces dernières heures qu'Israël prévoit de riposter à l'attaque de l'Iran contre son territoire. Voilà ce qu'a dit en tout cas le chef d'état-major de l'armée israélienne. Vous êtes diplomate, vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Cette situation, elle était prévisible selon vous? Le fait qu'Israël dise qu'Israël ne peut pas laisser sans réponse l'attaque iranienne est assez prévisible, en effet. De plus, comme cela a été dit à l'antenne, il y a effectivement eu une réunion du cabinet de guerre hier, et on sait que le gouvernement israélien est un gouvernement de coalition avec des tendances qui ne sont pas très faciles à réconcilier. Donc ce genre de déclaration en soi n'est pas, je crois, étonnant. Ce qui est important, effectivement, et c'est ce à quoi s'emploie la France avec les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi les pays arabes modérés qui sont tous finalement sur la même ligne, c'est qu'on n'est pas d'escalade. Et de ce point de vue-là, il faut faire valoir à Israël et à tout le monde en Israël que Israël a déjà obtenu quelque chose avec ce soutien, non seulement l'échec au sens militaire de l'attaque, puisque tous les drones et missiles ont été interceptés, mais aussi le fait qu'il y ait cette coalition finalement. D'avoir été protégé, c'est déjà une victoire. D'avoir réussi en tout cas à détruire la plupart de ces armes qui ont attaqué Israël, mais aussi le fait que l'Iran est isolé. C'est ça qui est intéressant pour Israël. Et Benjamin, aujourd'hui, Joe Biden affiche son soutien inébranlable à Israël et en même temps met en garde, les États-Unis ne soutiendront pas une riposte israélienne contre l'Iran. C'est une position d'équilibriste. Est-ce que les Américains ont des leviers pour convaincre Israël de les écouter ? Alors c'est tout le problème pour l'administration américaine. Évidemment, les États-Unis ont des leviers très importants, puisque c'est eux qui sont le principal soutien militaire à Israël. En même temps, le levier ultime qui serait de mettre en jeu finalement ce soutien militaire n'est pas évident, surtout au moment où Israël est attaqué. Et en politique intérieure, ce n'est pas évident non plus, car il y a dans l'opinion américaine des courants en fait de plus en plus divergents. Et vous voulez dire que ça pèse sur la politique de Joe Biden, la pression sur le plan intérieur qu'il a en ce moment ? Nous sommes en année électorale aux États-Unis et il y a d'un côté le Parti républicain qui, bien sûr, va tout faire pour pouvoir accuser l'administration de se tromper ou d'être trop faible, et le Parti républicain qui dit qu'il faut soutenir Israël de toute façon. Vous avez un Parti démocrate qui est plus divisé qu'avant, à la suite de la guerre à Gaza. Alors là, de nouveau, l'attaque iranienne va ressouder les rangs autour d'Israël. Mais en tout cas, pour l'administration, comme vous l'avez dit, c'est un peu la ligne de crête. Et d'ailleurs, Donald Trump, en meeting, a accusé Joe Biden d'être responsable de l'attaque iranienne contre Israël. Une attaque qui montre la grande faiblesse des États-Unis, selon lui. Trump qui assure aussi que ça ne serait jamais arrivé sous sa présidence. C'est quoi ? C'est le genre de propos intempestifs auxquels l'ex-président nous a habitués ? Ou il y a une part de vrai ? Je pense que c'est un propos qui n'est pas inhabituel, en tout cas, puisque je crois qu'il a dit la même chose de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, Donald Trump promet que s'il avait été président, ces guerres n'auraient pas eu lieu. Et il promet aussi que s'il est élu président, s'il revient à la Maison-Blanche, puisque c'est ça le principal sujet, il n'y aura pas de nouvelles guerres et surtout, il réglera ces guerres-là. Bon, après, ce que les Américains en penseront, est-ce que ça pèsera dans l'élection, c'est autre chose, mais c'est effectivement une ligne assez traditionnelle de la part du candidat Donald Trump. Philippe Etienne, je rappelle que vous avez été ambassadeur aux États-Unis de 2019 à 2023. Vous connaissez bien les États-Unis et notamment les us et coutumes électoraux. Cette guerre pour Joe Biden, d'une certaine manière, elle représente un enjeu électoral aussi pour lui, pour une éventuelle réélection ? Cette guerre-là, plus que d'autres, parce que, comme on le disait, le soutien à Israël
en particulier dans le contexte de la guerre Gaza, et maintenant cette attaque contre la sécurité d'Israël, ce sont des éléments qui motivent beaucoup une partie de l'électorat américain, dans un sens ou dans l'autre. La sécurité d'Israël aux États-Unis, comme d'ailleurs en Europe, je pense, fait vraiment partie des principes absolument essentiels. Mais la guerre à Gaza avait ouvert des divergences assez profondes au sein du Parti démocrate. Ceci étant, le vote des électeurs américains le 5 novembre ne sera pas, comme d'habitude, principalement déterminé forcément par des raisons de politique étrangère. Ça, c'est clair. Donc Donald Trump a toujours une carte à jouer de toute façon. Joe Biden et Donald Trump ont des cartes à jouer sur différents plans, et notamment pour chaque candidat, la personnalité de l'autre candidat est un argument, mais aussi la question de la migration qui est mise en avant par les républicains, la situation économique, les sujets de société comme l'avortement, qui est un argument plutôt pour les démocrates. Après les dernières décisions de la Cour suprême. Donc voilà les sujets sur lesquels le débat électoral se porte. Et on va parler dans un instant du procès de Donald Trump qui s'est ouvert hier, mais juste tout à l'heure, vous parliez de cette alliance défensive qui s'était nouée autour d'Israël et qui était déjà une victoire pour l'État hébreu. Pourquoi ce qui a été possible pour Israël ne l'est pas pour l'Ukraine? C'est ce que demande aujourd'hui Volodymyr Zelensky, qui est lui aussi touché par des drones envoyés par la Russie. Et des drones d'ailleurs qui sont livrés par l'Iran à la Russie. Les raisons, comparaison n'est pas raison. Il y a évidemment des grandes différences entre ne serait-ce que géographiques, entre ces deux dossiers. Mais nous, en France, en Europe, on essaye d'aider autant que possible les Ukrainiens. C'est bien l'objet de tout ce qui est fait actuellement. Et le soutien militaire à l'Ukraine, c'est un des grands sujets des sommets européens qui ont pris plusieurs décisions récentes, dont un nouveau paquet de 50 milliards d'euros, dont la transformation dans une sorte d'économie de guerre de l'industrie de défense européenne. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais quand même, on a été très très rapidement en créant de nouveaux instruments européens, par exemple pour fournir plus de munitions à l'Ukraine. Et l'autre grand sujet, c'est évidemment ce que vont faire les États-Unis. Est-ce que les États-Unis, notamment le Congrès, va voter le nouveau paquet d'aide à l'Ukraine? Et on est peut-être proche d'un dénouement, parce qu'il y aura deux paquets distincts, un pour Israël, un pour l'Ukraine. Et peut-être que cette aide pourrait enfin être libérée après des mois de blocage. Oui, en fait, ce que le speaker, c'est-à-dire le président de la Chambre et le chef du Parti républicain à la Chambre des représentants a annoncé hier, c'est même pas deux, c'est quatre, une combinaison, un paquet de 4 textes. Il devait y avoir un seul texte pour Israël, l'Ukraine, Israël et Taïwan. Donc il y aurait 3 textes séparés, mais en paquet, et peut-être un 4e texte pour satisfaire sur certains sujets les élus républicains les plus conservateurs. Et donc c'est l'idée d'un paquet qui permettrait peut-être au Congrès, enfin, de voter ces 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, président de la mission du 80e anniversaire de la Libération. On se retrouve dans un instant, juste après le Fil Info. Il est 8h41. Le Fil Info, c'est Mathilde Romagnan. L'opération Mayotte Place Nette a débuté ce matin. Elle doit durer 11 semaines pour lutter contre l'immigration illégale, l'insécurité et le logement insalubre dans l'archipel, un an après l'opération Wambouchou. L'armée israélienne promet une riposte après l'attaque de l'Iran menée ce week-end, et ce malgré les appels de plusieurs pays à éviter une escalade dans la région, dont les États-Unis, alliés historiques d'Israël. L'Iran a lancé environ 300 drones et missiles sur l'État hébreu. 99% d'entre eux ont été interceptés ou détruits. Allumage ce matin de la torche olympique en Grèce, à Olympie. La première porteuse française sera la nageuse et championne olympique Laure Manodou. La flamme commencera alors son parcours qui l'amènera jusqu'à Paris le 26 juillet prochain. Le PSG doit gagner s'il veut décrocher sa place en demi-finale de la Ligue des champions de football. Paris se rend à Barcelone ce soir pour les quarts de finale retour. Victoire obligatoire pour les Parisiens et par 2 buts d'écart après leur défaite 3-2 à l'aller. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray,
Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Philippe Etienne, ambassadeur de France, ancien ambassadeur aux États-Unis et président de la mission des 80 ans de la Libération. On en parlera dans un instant. Mais le procès de Donald Trump dans l'affaire de l'ex-star du porno Stormy Daniels s'est ouvert hier à New York. L'ex-président est jugé pour des paiements destinés à acheter le silence de cette star à quelques jours du scrutin de 2016. À 7 mois de la présidentielle américaine, quel impact cela peut avoir sur la campagne, ce procès? Alors, c'est une question largement ouverte. Ce que montrent les sondages en général, c'est qu'une condamnation de l'ancien président pourrait quand même bouger le vote de certains électeurs indépendants, hésitants. Aujourd'hui, dans les sondages, Donald Trump a un léger avantage sur Joe Biden. Ça ne veut rien dire sur les élections qui auront lieu en novembre. À mon avis, j'ai vécu les élections de 2020, j'ai aussi vécu des élections de mi-parcours en 2022, c'est-à-dire des élections parlementaires partielles. Chaque fois, ces élections sont extrêmement serrées. Et comme vous le savez, dans le système électoral américain, en fait, un président est élu à partir de ce qui se passe dans quelques États seulement. Quelques-uns des 50 États, ceux où les deux candidats sont le plus proches, on appelle ça les swing states, les États pivots. Il y en a 6, d'après les politologues actuellement, 6 sur 50. Et au sein de ces États, seulement dans quelques districts bien particuliers. Parce que c'est là que tout va se jouer à quelques milliers de voix, sans doute, comme en 2020, comme en 2016. Et justement, vous êtes arrivé en tant qu'ambassadeur de France avant l'élection de Joe Biden. Dans vos souvenirs de l'ère Trump, comment est-ce que vous anticipez une éventuelle réélection de Donald Trump? Quelles conséquences ça pourrait avoir au niveau national, au niveau international? Alors, d'abord, il faut reconnaître que l'élection est très ouverte. Je le disais tout à l'heure, à mon avis, les paramètres sur lesquels cette élection va se jouer. Les deux candidats sont quand même pas ceux que les citoyens et les citoyennes américains attendaient. Ce qui est très clair, c'est que l'élection va beaucoup se jouer sur la mobilisation pour ou contre de l'un et de l'autre, de nouveau. Et notamment la mobilisation contre, parce que, comme je le disais, il n'y a pas un appétit populaire très fort chez les Américains pour avoir cette affiche électorale de nouveau. Après, évidemment, l'élection de l'un ou de l'autre aura des conséquences sur la situation et la politique internationale des États-Unis. Au-delà de certains traits de consensus, par exemple le fait qu'on n'a plus envie d'envoyer des soldats américains à l'étranger. Sur le soutien, par exemple, à l'Ukraine ? Mais sur le soutien à l'Ukraine, le candidat Donald Trump a dit qu'il arrêterait la guerre et le soutien à l'Ukraine, qu'il s'arrangerait pour avoir la paix. Le candidat Trump a aussi dit, et quand il était président, il l'a fait, qu'il utiliserait beaucoup l'arme des tarifs douaniers. Pas seulement, mais aussi en particulier vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires, y compris de l'Europe. Donc il y aurait des conséquences économiques importantes avec des prolongements politiques. Et puis on peut s'attendre à retrouver une administration, si Donald Trump retrouve la Maison-Blanche, tout à fait anti-multilatérale, très transactionnelle, qui traite tout bilatéralement. Ça, ce sont des choses qu'on peut raisonnablement attendre. Ceci étant, pour le reste, il faut être prudent. D'abord, il faut être prudent sur le résultat de l'élection, mais même sur ce qui en résulterait. Une chose est sûre, c'est que du côté des Européens, pour nous les Européens, de toute façon, quel que soit le résultat de l'élection, et avec la guerre en Ukraine, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons développer cette souveraineté européenne, ces éléments de puissance, notamment dans le domaine de la défense, mais pas seulement, ces éléments d'indépendance. C'est Donald Trump, notamment, affiche aussi sa proximité avec Poutine. Vous avez été en poste à Moscou. Vous avez été représentant permanent de la France à l'Union européenne au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. Pourquoi Donald Trump affiche cette proximité-là avec Moscou? Et est-ce que ça pourrait faire basculer aussi le cours de la guerre, et notamment pour les Européens? Alors d'abord oui, j'étais en poste à Moscou à l'époque de la fin de l'Union soviétique, donc il y a 30 ans, mais j'ai vécu 3 ans dans ce pays et c'était une période extrêmement forte pour moi et ma famille. Évidemment, le soutien américain, on le voit actuellement avec cette incertitude sur le vote du Congrès et les difficultés des Ukrainiens sur le front est extrêmement important. Donc s'il n'y a plus de soutien américain, c'est pour l'Ukraine et
aussi pour nous les Européens, dans l'Union européenne notamment, un grand changement qui peut avoir des conséquences à la fois sur le conflit, mais aussi sur la manière dont nous pouvons appréhender dans les autres pays européens que l'Ukraine, les pays de l'Union européenne en particulier, notre propre sécurité. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est que notre sécurité est déjà, de toute façon, un élément sur lequel il faut que nous réfléchissions avec cette guerre. Philippe Etienne, vous présidez la mission pour les 80 ans de la Libération, donc on le disait, chargé par le président d'organiser, de promouvoir les cérémonies de 2024 à 2025 pour les 80 ans de cette libération. Vous êtes un peu le grand architecte de ces événements. Et aujourd'hui, c'est une étape importante puisqu'Emmanuel Macron se rend à Vassian-en-Vercors dans la Drôme, petit village mais haut lieu de la résistance, pour mettre en lumière ce Vercors qui a une histoire incroyable de la résistance. Alors, le grand architecte, je préside une mission qui est en fait une équipe d'une quinzaine de personnes, avec un général, un préfet qui la dirige. Et moi, effectivement, j'ai la chance L'un des architectes. Voilà, on va dire, parce que c'est très collégial. Et puis, nous nous appuyons d'une part sur l'administration, mais aussi sur un réseau de partenaires incroyable, à la fois dans les collectivités locales et les préfectures, mais aussi dans la société française. Aujourd'hui, effectivement, c'est un jour très important pour ce programme mémoriel, pour ce programme de commémoration nationale. Le président de la République se rend à Vassian-en-Vercors. Vassian-en-Vercors, c'est l'une des 5 communes françaises, compagnons de la Libération, au nom du Vercors en général, au nom des autres communes du plateau du Vercors. Mais Vassian-en-Vercors a été le centre de cette histoire, notamment quand le 21 juillet, l'armée allemande a lancé une offensive incroyable, la plus importante contre un mouvement de résistance pendant la guerre, 10 000 hommes, parce que ce maquis, ce foyer de la résistance était devenu un danger vraiment très grand pour l'occupant nazi. Et aujourd'hui, 16 avril, comme vous le rappeliez, c'est aussi le jour où, il y a 80 ans, c'est la milice de Vichy qui a attaqué le maquis. Donc des Français qui s'en sont pris à des Français. Et c'est ça que le président veut souligner aujourd'hui, cet épisode de l'histoire. C'est l'ensemble de cette histoire qui est une histoire de courage incroyable, une histoire de souffrance incroyable, une histoire d'espoir aussi, puisque c'est l'endroit où a été proclamée la République dès le 3 juillet 1944, la République du Vercors. Avec son drapeau, avec... Oui, la République, avant même la Libération, a vécu. Et c'est aussi une histoire incroyable, parce que il y avait là comme un résumé, un condensé de toute la société française. Il y a eu au départ des paysans, des gens du cru qui étaient là. Il faut savoir que le massif du Vercors, c'est non seulement cette forteresse naturelle qui font que certains résistants, comme Prévost, Dalloz, avaient imaginé ce plan montagnard d'y faire une forteresse, mais c'est aussi un lieu où les gens avaient l'habitude de trouver refuge. Et pourquoi aucun président n'avait jamais commémoré quoi que ce soit là-bas ? Alors, certains présidents ont visité, d'autres avaient prévu de le faire, mais en ont été empêchés. C'est un peu les hasards de l'histoire. Mais c'est effectivement aussi très important, parce que c'est la première fois, depuis la guerre, qu'un président de la République française présidera une commémoration nationale dans le Vercors. Et sachant qu'il y aura d'autres commémorations, beaucoup d'autres commémorations, on va y revenir dans quelques instants, Philippe Etienne, juste après le fil info de Mathilde Romagnan. Il est 8h51 sur France Info. Elle part de Grèce avant d'arriver à Paris le 26 juillet. La torche olympique est allumée ce matin à 11h à Olympie. La première porteuse française sera la nageuse championne olympique Laure Manodou. Lancement ce matin de l'opération Mayotte Place Nette, 1 an après Ouambouchou, opération du ministère de l'Intérieur contre l'immigration illégale et l'insécurité dans l'archipel. 60 chefs de bande et 1300 habitats insalubres sont visés cette fois selon l'exécutif. Donald Trump dit avoir un vrai problème avec le juge de son procès à New York. Procès au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, une première pour un ancien président américain. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières. Pour la deuxième fois en 10 ans, le monde connaît un épisode massif de blanchissement des coraux, un phénomène dû à la hausse des températures des océans. Selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la planète a déjà perdu 30 à 50% de ses récifs coralliens. France Info.
Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jean-Rémy Baudot. Pétienne, ambassadeur de France, président de la mission des 80 ans de la Libération. Le président souhaite engager les Français dans ces commémorations qui ont commencé. On parlait à l'instant de Vassieux en Vercors. Emmanuel Macron qui a annoncé récemment une collecte de documents et d'objets relatifs à la guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer, en quoi ça consiste ? Absolument. Merci de poser cette question. C'est très important pour nous qu'en plus des commémorations nationales et des milliers d'événements qui auront lieu dans toute la France, nous avons un processus de labellisation. Nous avons déjà près de 2000 projets labellisés par les départements, les préfectures, mais aussi les rectorats, parce qu'il y aura beaucoup de scolaires. On veut qu'il y ait beaucoup de jeunes, évidemment, parce que la transmission de la mémoire est essentielle. Et précisément, pour la transmission de la mémoire, que ces mémoires privées rejoignent la mémoire nationale. Ça passe, comme on l'a fait pour le centenaire de la Grande Guerre aussi, par une proposition de collecte qui s'adresse à tous les Français. Donc on a une série d'actions pour tous nos compatriotes. Par exemple, pavoiser les maisons le jour anniversaire de la libération de son village ou de sa ville, mais aussi pour ceux qui ont des archives familiales, notamment des films, des photographies, parce qu'à l'époque, on avait déjà ce genre de matériaux, ou alors des documents. Mais ça veut dire les donner à l'État ? Ça veut dire les verser aux archives publiques. C'est-à-dire que la mémoire intime, la mémoire des familles rejoignent et nourrissent la mémoire nationale. Nous sommes dans une période de bascule. Nous vivons 80 ans après ces événements, avec les derniers témoins vivants, les derniers survivants. Nous aurons encore la chance d'avoir quelques dizaines de vétérans, d'anciens combattants qui seront là. Ce sont des centenaires. Quel bonheur nous avons, quel bonheur nos jeunes ont de pouvoir encore rencontrer ces survivants. Mais il faut organiser ensuite la transmission de la mémoire. D'où cette collecte qui peut se faire aux archives publiques, soit départementales, soit les archives, par exemple, du ministère de la Défense, des Armées, pardon. En tout cas, des archives publiques. L'idée, c'est que cette mémoire intime ne soit pas perdue et rejoigne la grande mémoire, celle de la nation. L'un des points d'orgue de ces cérémonies auront lieu le 6 juin pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Emmanuel Macron présidera notamment une cérémonie internationale près d'Omaha Beach. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette cérémonie aujourd'hui ? Alors, à Omaha Beach, parce que traditionnellement, la cérémonie internationale, celle où on retrouve les chefs d'État et de gouvernement invités, a lieu sur une des plages du débarquement. Et Omaha Beach, c'est l'une des 2 plages de débarquement américaines. Vous savez, Omaha, la sanglante, c'est là qu'il y a eu beaucoup de pertes parce qu'il y avait des tirs de l'armée allemande qui ont accueilli nos libérateurs qui débarquaient sur la plage d'Omaha. Donc c'est une cérémonie traditionnelle, mais aussi très importante cette année parce que c'est le 80e anniversaire, parce que nous aurons, comme je le disais, certains de ces vétérans qui vont... Moi, j'étais ambassadeur aux États-Unis. Je peux vous dire que remettre la Légion d'honneur à ces personnes qui sont toujours très humbles, qui hésitent à parler. Même dans les familles, on dit que ces héros ont du mal à parler de ce qu'ils ont fait. Remettre une Légion d'honneur à un vétéran, c'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, ils seront là sur cette plage, et ça, c'est le sens. En plus, il y aura les autres cérémonies, donc toute la journée du 6 juin, comme chaque fois, j'allais dire, une série de cérémonies, donc internationales à Omaha Beach, américaines ou franco-américaines au cimetière de Colville, britanniques, franco-britanniques au monument de Vers-sur-Mer, etc. Canadiennes également. Environ 200 vétérans sont attendus, mais aussi des dirigeants étrangers, une quarantaine, je crois, vous me direz si je me trompe. Le président américain Joe Biden devrait être présent, le roi Charles III a également été invité. Est-ce que Vladimir Poutine sera là ? Alors, les dernières décisions sur la présence internationale ne sont pas encore prises, et c'est d'ailleurs pas votre serviteur qui les prendra. C'est vrai que le président russe était là en 2014, mais aussi en 2004. C'est vrai aussi que, objectivement, la situation internationale est un tout petit peu différente depuis le 24 février 2022, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par contre, ce qui est sûr, et notre conseil scientifique, car nous avons un conseil scientifique avec une vingtaine d'historiennes, d'historiens, qui est présidé par Denis Péchanski, nous, avec notre conseil scientifique et dans les célébrations, nous n'occulterons pas l'histoire comme d'autres le font plus à l'Est actuellement. C'est-à-dire que nous rappellerons que l'Europe a été libérée du joug nazi par les 2 fronts. Le front de l'Ouest, avec les 2 débarquements, n'oublions pas le débarquement de Provence, mais aussi le front de l'Est. Et donc, d'une manière ou d'une autre, et de plusieurs manières, on reconnaîtra la contribution de ces sacrifices faits par les peuples, d'ailleurs, les peuples de l'ex-Union soviétique, dont le peuple russe, bien sûr, et leurs militaires à notre libération. Il nous reste quelques secondes, mais vous parliez tout à l'heure de la transmission de la mémoire, notamment aux jeunes générations. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces grands événements peuvent permettre
de rappeler à tous les jeunes Français une partie de notre histoire et peut-être que certains ont oublié ou n'ont pas en tête. Pour moi, c'est le grand enjeu. Bien sûr, c'est très ambitieux, mais si nous pouvons arriver auprès d'un certain nombre de nos jeunes à rappeler tout simplement le prix de la liberté, que surtout avec la guerre qui revient, c'est ça, je crois, l'essentiel. Vous avez parfaitement raison. C'est cette transmission de la mémoire pour rappeler les valeurs essentielles, le prix de la liberté, le prix de la démocratie. Philippe Etienne, président de la mission des 80 ans de la Libération, ambassadeur de France, ancien ambassadeur aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir été l'invité ce matin du 8h30 France Info. Agathe Lambray, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview et l'info continue évidemment sur France Info.